sais, mais j'essaie de les laisser pousser comme vous savez. Aïe. Mais c'était un essai, pas très long, c'est un test, un essai. Et du coup, j'ai pas eu le temps de les laisser. Comment dire, limiter la casse parce que en gros j'ai fait des cadeaux. Voilà. Vous savez tout. Merde. Du coup, on était rendu. Ouais, je voulais m'excuser aussi pour dimanche. Parce que j'ai complètement oublié de live. Parce que j'étais happé par une série voilà, qui est Sex Education. Qui est très drôle. Vraiment, j'aime beaucoup moi. Et du coup, je regardais la saison 3. Enfin, il restait 3 épisodes. Et du coup, je voulais en regarder qu'un. Parce que j'avais le temps de regarder qu'un avant le stream. Et puis en fait bah merci Netflix, ça part tout seul et puis du coup j'ai été complètement happé. Vous savez tout, ça me stresse de voir mes cheveux, voilà. Mais ouais, du coup c'était pas... Du coup j'ai pas stream quoi. Mais bon, désolé. Toutes mes excuses. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière? Enfin dans Harry Potter, on avait... Il se passe quoi en 4ème année déjà? Oui déjà, ce qui est bien c'est que du coup il a Sirius Black de son côté. Et du coup il a un gros moyen de pression sur les Dursley, ça c'est cool. En vrai ça c'est vraiment génial. Pour Harry bien sûr. On avait découvert aussi que Dudley était au régime et du coup que toute la famille aussi était au régime. Enfin sauf Harry du coup puisque bah, ses potes lui envoyaient de quoi grignoter. Quoi d'autre? Il a le droit de faire ses devoirs maintenant et Twitch a le droit de sortir donc c'est cool. Puis voilà, c'était à peu près tout. Et du coup la dernière fois, oui voilà, oui quand même, Harry avait un rêve très bizarre. Il a rêvé de Lord Voldemort et il a rêvé que Lord Voldemort tuait quelqu'un, qu'il avait été rejoint par queue de verre, etc. et qu'il y avait un plan mis en place. Et du coup, bah, ça le perturbe un peu et surtout il s'est réveillé avec sa cicatrice en feu. Chose qui lui arrive uniquement quand Voldemort est à proximité, donc il a assez peur. Il a fait une lettre à Sirius et donc on attendra sa réponse. Et il y a aussi, comment dire, Ron qui a invité Harry à la coupe de feu. La coupe de feu, n'importe quoi, à la coupe du monde de Quidditch. Du coup, il va y aller et c'est prévu normalement qu'il vienne le chercher le lendemain. Il a dit qu'il viendrait le chercher à la maison, donc voilà, ils attendent. Enfin, ils attendent. On sait pas comment ça va se passer. Voilà. Allez, let's go. Chapitre 4. Retour au... Le lendemain, vers midi, Harry avait vite d'entasser dans sa grosse valise ses affaires et les objets personnels auxquels il tenait le plus. La cape d'invisibilité qu'il avait héritée de son père, le balai volant que lui avait offert Sirius, la carte magique de Poudlard dont Fred et George Weasley lui avaient fait cadeau l'année précédente. Il avait vidé sa cachette sous la lame de parquet, vérifié soigneusement chacun recoin de sa chambre, pour être sûr de ne pas oublier une plume ou un grimoire, et avait ôté du mur le calendrier sur lequel il barrait les jours qui le séparaient de son retour à Poudlard. L'atmosphère qui régnait au Cat Drive était extrêmement tendue. L'arrivée imminente dans la maison d'une famille de sorciers rendait les Dursley nerveux et irritables. L'oncle Vernon avait paru très inquiet lorsque Harry l'avait informé que les Weasley viendraient le chercher à 5 heures le lendemain après-midi. « J'espère que tu leur as dit de s'habiller convenablement à ces gens, avait-il aussitôt grommelé d'un air méprisant. J'ai vu le genre de choses que vous portez, vous autres. La moindre décence consisterait à mettre des vêtements normaux. » Harry avait un vague pressentiment. Il avait rarement vu les Weasley porter quelque chose que les Dursley auraient pu trouver énorme. Leurs enfants mettaient parfois des vêtements foutus pendant les vacances. Monsieur et Madame Weasley portaient généralement de longues robes de sorciers plus ou moins élimées. Harry ne se souciait guère de l'opinion des voisins, mais il s'inquiétait de la grossièreté dont les Dursley pourraient faire preuve à l'égard des Weasley si ces derniers ressemblaient trop à l'idée qu'ils se faisaient de sorciers.
L'oncle Vernon avait revêtu son plus beau costume. Certains auraient pu voir un geste de bienvenue, mais Harry savait que c'était seulement parce qu'il voulait paraître impressionnant, intimidant même. Dudley, lui, semblait plutôt diminué, non pas en raison de son régime, qui n'avait encore aucun effet, mais par la peur. Sa dernière rencontre avec un sorcier lui avait valu de se retrouver affaibli d'une queue de cochon en tire-bouchon qui dépassait de son pantalon, et ses parents avaient dû l'emmener dans une clinique privée de Londres pour la lui faire enlever à grands frais. Il n'était donc pas surprenant de voir Dudley passer fébrilement la main dans son dos en marchant de côté afin de ne pas présenter la même cible à l'ennemi. Le déjeuner se déroula dans un silence quasi complet. Dudley ne protesta même pas contre la composition du menu, fromage blanc et céleri râpé. La tante Pétunia ne mangea rien du tout. Elle avait les bras croisés, les lèvres pinces, et semblait mâchonner sa langue comme si elle s'efforçait de retenir la furieuse diatribe qu'elle brûlait de prononcer contre Harry. Ils vont venir en voiture, bien entendu, aboya l'oncle Vernon, assis à l'autre côté de la table. Dit Harry. Il ne s'était pas posé la question. Comment les Weasley allaient-ils venir le chercher? Il n'avait plus de voiture. La vieille Ford Anglia qu'il possédait était retournée à l'état sauvage dans la forêt interdite de Poudlard. L'année dernière, cependant, M. Weasley avait emprunté une voiture au ministère de la Magie. Peut-être allait-il en faire la même chose aujourd'hui. Je pense oui, répondit enfin Harry. L'oncle Vernon renifla d'un air méprisant. Normalement, il aurait dû demander quelle était la marque de la voiture de M. Weasley. Il avait tendance à juger les autres d'après la taille et le prix de leur voiture. Mais Harry doutait que l'oncle Vernon puisse jamais éprouver de la sympathie pour M. Weasley, même si celui-ci avait roulé en Ferrari. Harry passa la plus grande partie de l'après-midi dans sa chambre. Il ne supportait pas de voir la tante Pétunia regarder à travers les rideaux toutes les 30 secondes, comme si on avait signalé qu'un rhéno féroce, échappé du zoo, se promenait dans les parages. Enfin, à 5h moins le quart, il redescendit dans le salon. La tante Pétunia tapotait machinalement les coussins. L'oncle Vernon faisait semblant de lire son journal, mais ses yeux minuscules restaient immobiles, et Harry était persuadé qu'il guettait le moindre bruit de moteur en provenance de la rue. Dudley était assis dans un fauteuil, assis sur ses petites mains dodues, fermement serrées contre son derrière. La tension qui régnait dans la pièce devenait insupportable. Harry préféra sortir dans l'entrée et s'asseoir sur les marches de l'escalier, les yeux fixés sur sa montre, le cœur battant. 5 heures sonnèrent, puis les minutes passèrent. L'oncle Vernon, inspirant légèrement dans son costume trop chaud, alla ouvrir la porte, regarda des deux côtés de la rue, puis rentra vivement la tête. « Ils sont en retard, pensa-t-il à Harry. « Je sais, répondit Harry. Peut-être qu'il y avait de la circulation. » 5h10, 5h15. Harry aussitôt commençait à être inquiet. À la demi, il entendit l'oncle Vernon et la tante Pétunia marmonner quelques remarques lapidaires. Aucune considération pour les autres. Nous aurions pu avoir quelque chose à faire tout de suite. Ils pensent peut-être que s'ils arrivent suffisamment tard, on les invitera à dîner. Il ne manquerait plus que ça, s'indigna l'oncle Vernon. Harry l'entendit se lever et faire les 100 pas dans le salon. Ils emmènent ce garçon et ils s'en vont. Pas question de les laisser traîner dans la maison. Si toutefois, ils viennent. Ils ne sont probablement trompés de jour. On peut dire que la ponctualité n'est pas une valeur essentielle chez ces gens-là. Ou peut-être qu'ils roulent dans un vieux tas de ferraille qui est tombé en panne. Harry se leva d'un bond. De l'autre côté de la porte du salon, il entendit les 3 Dursley, pris de panique, se précipiter à l'autre bout de la pièce. Un instant plus tard, Dudley surgit, dans l'entrée l'air terrifié. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? S'inquiéta Harry. Mais Dudley semblait incapable de parler, les mains toujours crispées sur ses fesses. Il se dandina aussi vite que possible vers la cuisine, pendant que Harry se ruait dans le salon. Des coups frappés contre le mur et des raclements sonores
s'élevait dans la cheminée que les Dursley avaient condamnée et devant laquelle ils avaient installé un faux feu de bois électrique. Qu'est-ce que c'est? Balbutina. Attendez, parce que j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Qu'est-ce que c'est? Balbutina la tante Pétunia, le dos plaqué contre le mur, son regard épouvanté fixé vers le faux feu. Qu'est-ce qui se passe, Vernon? La réponse ne se fit qu'à attendre. Un instant plus tard, des voix retentirent à l'intérieur de la cheminée. Aïe! Fred, non, recule, recule. Il y a une erreur quelque part. Dis à Georges de ne pas. Aïe! Georges, non, pas à cette place, retourne vite, dira Ron. Peut-être que Harry nous entend, papa. Peut-être qu'il va pouvoir nous faire sortir d'ici. Il y eut un martèlement assourdissant sur les planches qui marquaient la cheminée, derrière le feu de bois électrique. Harry, Harry, tu nous entends? D'un même mouvement, les Dursley se tournèrent vers Harry comme un couple de belettes furieuses. Qu'est-ce que c'est que ça? Gronda l'oncle Vernon. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu finir avec de la poudre de cheminette, répondit Harry en réprimant à vous. Ils peuvent se déplacer d'une cheminée à l'autre avec un feu spécial, mais comme la vôtre est condamnée, ils n'arrivent plus à sortir. Attendez. Il s'approcha de la cheminée et appela. Monsieur Weasley, vous m'entendez? Les martèlements cessa. À l'intérieur, quelqu'un fit chut. Monsieur Weasley, c'est Harry. La cheminée a été condamnée. Vous n'allez pas pouvoir sortir par ici. Allons bon, dit la voix de Monsieur Weasley. Pourquoi donc ont-ils condamné cette cheminée? Ils préfèrent les feux électriques, expliqua Harry. Vraiment, dit la voix de Monsieur Weasley, soudain intéressé. Comme tu dis, électrique. Avec une prise, il faut absolument que je vois ça. Voyons, réfléchissons. Aïe, Ron. La voix de Ron se joignit aux autres. Qu'est-ce que vous faites tous là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si, tout va très bien, Ron, dit la voix de Fred, d'un ton sarcastique. On n'aurait pas pu rêver mieux. Oui, on s'amuse comme des petits fous ici, dit Georges, d'une voix complètement étouffée, comme s'il était écrasé contre le mur. Allons, allons, dit Monsieur Weasley, d'un ton indécis. J'essaye de trouver un moyen. Oui. Il n'y a qu'une seule chose à faire, recule-toi, Harry. Harry battit en retraite, en direction du canapé. L'oncle Vernon, en revanche, s'avança. Attendez un peu, s'écria-t-il en parlant à vous. Qu'est-ce que vous avez l'intention de... Pan. Le feu électrique vola à travers la pièce, soufflé par l'explosion de la cheminée. Monsieur Weasley, Fred, George et Ron surgirent alors au milieu d'un nuage de débris divers. La tante Pétunia poussa un hurlement suraigu et tomba par-dessus la table basse. L'oncle Vernon la rattrapa, qu'elle ne heurte le sol, et regarda à la bouche bée les Weasley qui apportaient tous une chevelure d'un rang vif. Fred et George, les jumeaux, étaient parfaitement identiques jusqu'à la moindre tache de son. Ça va mieux, dit Monsieur Weasley d'un ton haletant. Il épousta d'un revers de main sa longue robe verte et redressa ses lunettes sur son nez. Ah, vous devez être l'oncle et la tante de Harry. Grand, mince, le front dégarni. Monsieur Weasley s'avança, la main tendue vers l'oncle Vernon, mais celui-ci recula de plusieurs pas, entraînant avec lui la tante Pétunia. L'oncle Vernon était incapable de prononcer un mot. Son plus beau costume, était couvert d'une poussière blanche, qui s'était également répandue sur sa moustache et ses cheveux. Il avait l'air brusquement vieilli de 30 ans. Ah, oui, désolé. Désolé pour ce dérangement, dit Monsieur Weasley, qui laissa retomber sa main en jetant un coup d'œil vers la cheminée dévastée. C'est entièrement ma faute. Je n'avais pas pensé que nous ne pourrions pas sortir une fois arrivés à destination. Figurez-vous que j'ai fait connecter votre cheminée au réseau de poudre de cheminette. Oh, bien sûr, c'est simplement dit. Afin que nous puissions venir chercher Harry. Normalement, les cheminées moldues ne doivent pas être connectées, mais je connais quelqu'un au service de régulation des départements par cheminée qui m'a arrangé ça pour me rendre service. Je remettrai tout en ordre en un clin d'œil, ne vous inquiétez pas. Je vais allumer un feu pour envoyer les garçons à la maison, et ensuite je réparerai la cheminée avant de transplaner moi-même. Harry était prêt à parier que les Dursley n'avaient pas compris un mot de ce
Il continuait de regarder Monsieur Weasley bouche bée, comme frappé par la foudre. La tante Pétunia se redressa tant bien que mal et se cacha derrière l'oncle Vernon. Bonjour, Harry, dit Monsieur Weasley avec un sourire rayonnant. Tes bagages sont prêts. Tout est là-haut, répondit Harry, en lui rendant son sourire. On va s'en occuper, dit aussitôt Fred. Adressant un clin d'œil à Harry, il sortit du salon en compagnie de George. Il savait où se trouvait sa chambre pour la était à s'échapper en pleine nuit. Harry soupçonnait Fred et George d'avoir envie de jeter un coup d'œil à Dudley, alors qu'il en avait souvent parlé. Voilà, voilà, lança Monsieur Weasley d'un air un peu gêné. Il balança légèrement les bras, en cherchant quelque chose à dire pour essayer de rompre le silence de plus en plus pesant. C'est très charmant chez vous. En voyant leur salon habituellement immaculé, recouvert de poussière et de morceaux de briques, les Dursley ne furent guère sensibles à sa remarque. Le visage de l'oncle Vernon redevint violacé, et la tante Pétunia commençait à mâchonner sa langue. Mais il semblait trop effrayé pour dire quoi que ce soit. Monsieur Weasley regardait autour de lui. Il avait toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour les inventions des Moldus, et Harry sentait qu'il brûlait d'envie d'aller examiner de près le poste de télévision et le magnétoscope. Ça marche à l'électricité, ça, n'est-ce pas? Dit-il d'un ton d'expert. Ah oui, je vois les prises. Je fais moi-même collection de prises, ajouta-t-il à l'adresse de l'oncle Vernon. Et de piles, j'ai une très belle collection de piles. Ma femme pense que je suis fou, mais voilà bien la preuve du contraire. L'oncle Vernon paraissait lui aussi clairement convaincu que Monsieur Weasley était fou. Il se glissa légèrement vers la droite, cachant la tante Pétunia derrière lui, comme s'il avait peur que Monsieur Weasley se précipite soudain sur eux pour les attaquer. Dudley réapparut soudain dans la pièce. Harry entendit le son de sa grosse valise qu'on traînait dans l'escalier, et il comprit que c'était le bruit qui avait fait peur à Dudley et l'avait chassé de la cuisine. Dudley longea le mur, observant Monsieur Weasley d'un air terrifié, et s'efforça de se cacher derrière son père et sa mère, mais le corps massif de l'oncle Vernon, suffisant pour dissimuler la tante Pétunia, n'était quand même pas assez volumineux pour cacher Dudley. Ah, voilà ton cousin, c'est bien ça, Harry, dit Monsieur Weasley en essayant courageusement de leur relancer la conversation. Oui, répondit Harry, c'est Dudley. Ron et lui échangèrent un regard, puis détournèrent les yeux pour échapper à la tentation d'éclater de rire. Dudley se tenait toujours le derrière comme s'il avait peur qu'il se détache de son corps et tombe par terre. Monsieur Weasley paraissait s'inquiéter de son comportement. « Tu passes de bonnes vacances, Dudley ?» demanda-t-il avec douceur. À en juger par le ton de sa voix, Harry se doutait que, aux yeux de Monsieur Weasley, Dudley devait sembler aussi fou que lui-même le paraissait aux yeux des Dursley. À la différence que Monsieur Weasley éprouvait pour lui de la compassion plutôt que de la peur. En l'entendant s'adresser à lui, Dudley laissa échapper un gémissement, et Harry fit ses mains se serrer encore davantage sur son énorme postérieur. Fred et George revinrent dans la pièce en portant la grosse valise de Harry, et leur regard se posa aussitôt sur Dudley. Le même sourire malicieux apparut alors sur leur visage. « Ah, vous voilà, parfait. Je crois que nous ferions bien d'y aller, dit Monsieur Weasley. » Il retroussa ses manches et sortit sa baguette magique. Harry vit les trois Dursley reculer d'un même mouvement vers le fond du mur. « Incendio !» s'exclama Monsieur Weasley en pointant sa baguette vers le trou dans le mur. Des flammes s'élevèrent aussitôt dans la cheminée, en craquant allègrement, comme si le feu brûlait depuis des heures. Monsieur Weasley sortit de sa poche un petit sac fermé par un cordon, l'ouvrit, retira une pincée de poudre et la jeta dans les flammes qui prirent une teinte verte émeraude en ronflant de plus belle. « Vas-y, Fred, dit Monsieur Weasley. « J'arrive, répondit Fred. « Oh non, attends. » Un sac de bonbons venait de tomber de sa poche en se répandant son contenu par terre. De grosses et appétissantes pralines enveloppées de papier aux couleurs vives. Fred se précipita pour les ramasser et les remettre dans sa poche, puis les renjouer. Il adressa un signe de la main au Dursley et s'avança dans les flammes en annonçant « Le terrier !» La tante Pétunia parcourut d'un frisson, étouffa une exclamation apeurée. Il y eut un bruit de bourrasque,
et Fred disparut. À toi, George, dit Monsieur Weasley. Vas-y avec la valise. Harry aida George à porter sa valise dans les flammes et à la mettre debout pour qu'il puisse tenir plus facilement. Puis, après s'être écrié le terrier, George disparut à son tour dans le même bruit de bourrasque. Ron, à toi maintenant, dit Monsieur Weasley. À bientôt, lança Ron au Dursley d'un ton joyeux. Il adressa un large sourire à Harry, puis s'avança dans le feu qui continuait de brûler et cria « Le terrier !» avant de disparaître comme ses frères. Il ne restait à présent plus que Harry et Monsieur Weasley. Bon, eh bien, au revoir, dit Dursley. Ils restèrent silencieux et Harry s'approcha des flammes. Mais au moment où il arrivait devant l'âtre, Monsieur Weasley tendit la main et le retint par l'épaule. Il regardait les Dursley d'un air stupéfait. « Harry vous a dit au revoir, fit-il remarquer. Vous ne l'avez pas entendu. » Ça ne fait rien, murmura Harry à Monsieur Weasley. Sincèrement, ça m'est égal. Mais Monsieur Weasley ne lâcha pas l'épaule de Harry. Vous n'allez plus voir votre neveu jusqu'à l'été prochain, dit-il à l'oncle Vernon, d'un ton quelque peu indigné. Vous ne pouvez quand même pas le laisser partir sans lui dire au revoir. Le visage de l'oncle Vernon trahissait une furieuse agitation. L'idée de recevoir une leçon de politesse de la part d'un homme qui venait de dévaster la moitié de son salon lui causait de toute évidence une souffrance cuisante. Mais M. Weasley avait toujours sa baguette à la main, et les yeux minuscules de l'oncle Vernon s'y posèrent un instant, avant qu'il se décide à lâcher à contre-cœur intimide. « Eh bien oui, au revoir. » À un de ces jours, dit Harry, en posant le pied dans les flammes vertes qui dégageaient une agréable tiédeur. À cet instant, un horrible hoquet retentit derrière lui, et la tante Pétunia poussa un hurlement. Harry vit aussitôt volte-face. Dudley n'était plus derrière ses parents. À genoux près de la table basse, il suffoquait, crachait, s'étouffait. Tandis qu'une horrible chose gluante et violacée de 30 centimètres de long pendait de sa bouche. Harry, stupéfait, s'aperçut qu'il s'agissait tout simplement de la langue de Dudley, et qu'un des papiers aux vives couleurs qui enveloppaient les pralines était tombé. La tante Pétunia se précipita sur Dudley. Elle attrapa le bout de sa langue enflée et essaya de l'arracher de sa bouche. Dudley se mit alors à hurler et à crachoter de plus belle en essayant de repousser sa mère. L'oncle Vernon, pris de panique, agita les bras et vociférait si fort que M. Weasley fut obligé de hurler pour se faire entendre. « Coucou Jessie, comment ça va ?»« Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça, » exclama-t-il en s'approchant de Dudley, sa baguette magique pointée sur lui. Mais la tante Pétunia poussa des cris plus perçants que jamais et se jeta sur Dudley pour le protéger de son corps. « Merci beaucoup. Ça va mieux, toi ?»« Allons, voyons, dit M. Weasley d'un ton désespéré. C'est un simple phénomène de... C'est à cause de la praline. Mon fils Fred, un vrai farceur. Et il s'agit simplement d'un sortilège d'engorgement. C'est du moins ce que je crois. Laissez faire, je vais tout arranger. » Ok, bon, nickel, déjà. Je pense une bonne nuit de sommeil et tu seras d'attaque. Loin d'attendre Arthur, les Weasley avaient l'air de plus en plus terrorisés et la tante Pétunia poussait des sanglots hystériques en tirant sur la langue de Dudley comme si elle voulait à tout prix l'arracher. Dudley étouffait sous l'effet conjuré des efforts de sa mère et du volume de sa langue qui ne cessait de grandir. L'oncle Vernon, quant à lui, avait perdu le contrôle de ses nerfs. Il attrapa une figurine en porcelaine posée sur le buffet et la jeta de toutes ses forces à la tête de M. Weasley, qui se baissa à temps. L'objet poursuivit sa course et se fracassa dans la cheminée dévastée. « Allons, voyons, » répéta M. Weasley avec colère, en brandissant sa baguette magique. « J'essaye au contraire de vous aider. » Meuglant comme un hippopotame blessé, l'oncle Vernon saisit un autre objet décoratif. « Harry, vas-y, s'écria M. Weasley, sa baguette pointée sur l'oncle Vernon. « Je vais arranger tout ça. » Harry ne voulait pas être privé du spectacle, mais la deuxième figurine que lança l'oncle Vernon lui frôla l'oreille, et il estima préférable
laisser Monsieur Weasley dénouer seul la situation. Il s'avança dans les flammes et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en annonçant le terrier. Il eut encore le temps d'apercevoir Monsieur Weasley, qui faisait exploser entre les mains de l'oncle Vernon une troisième figurine de porcelaine, et la tante Pétunia, toujours allongée sur son fils, qui ne cessait de hurler tandis que la langue de Dudley serpentait hors de sa bouche comme un grand python gluant. Un instant plus tard, Harry se mit à tournoyer sur lui-même de plus en plus vite, et le salon des Dursley disparut dans un tourbillon de flammes vertes comme l'émeraude. Bon, mais ils sont hyper courts, je trouve, les chapitres pour l'instant. Donc du coup, on en a encore un à faire. Chapitre 5. Ah, c'est pour sortir, c'est sûr. Je vais lire un... Je vais boire un quoi. Ben, je pille ma bouteille d'eau. Je reviens. Du coup, tu fais quoi de beau, Jessie? T'es dans ton lit. Chapitre 5. Farce pour sorcier facétieux. Harry, coup de corps, tournoyait toujours plus vite. Des cheminées défilaient devant lui, dans une succession d'images floues, qui finirent par lui donner mal au cœur et l'obligèrent à fermer les yeux. Lorsqu'enfin il se sentit ralentir, il tendit les mains devant lui juste à temps pour éviter de s'écraser face contre terre dans la cheminée de la cuisine des Weasley. Alors, il en a mangé, demanda Fred d'un ton surexcité, en tendant une main à Harry pour l'aider à se relever. Oui, dit Harry, qu'est-ce que c'était? Des pralines longues, répondit Fred d'un air satisfait. C'est George et moi qui les avons inventées. On a cherché quelqu'un tout l'été pour les essayer. Un grand rire explosa dans la minuscule cuisine. Harry regarda autour de lui et vit George et Ron assis à la table de bois, en compagnie des deux autres personnes aux cheveux roux que Harry n'avait encore jamais vues, mais il n'eut aucun mal à les identifier. C'étaient Bill et Charlie, les deux frères aînés de la famille Weasley. « Comment ça va, Harry » dit l'un d'entre eux avec un grand sourire. Il lui tendit une main que Harry serra, en sentant des cales et des ampoules sous ses doigts. Ce devait être Charlie qui s'occupait des dragons en Roumanie. Charlie était bâti comme les jumeaux, plus petit et plus râblé que Percy et Ron, qui étaient tous les deux grands et efflanqués. Il avait un visage bienveillant, aux traits purinés, et tellement constellé de taches de rousseur qu'il en paraissait presque bronzé. Sur l'un de ses bras musculeux, on remarquait une grosse cicatrice brillante, visiblement due à une brûlure. Bill se leva en souriant et serra à son tour la main de Harry, qui fut assez surpris en le voyant de près. Harry savait que Bill travaillait pour Gringotts, la banque des sorciers, et qu'il avait été préfet en chef à Poudlard. Aussi, ne se l'était toujours pas imaginé comme Percy en plus âgé, pointilleux sur le règlement et résolu à imposer son autorité aux autres. Mais Bill lui apparut sous un jour très différent. S'il avait dû choisir un mot pour le définir, il aurait cédé à la mode en le qualifiant de cool. Il était grand, avec une longue chevelure nouée en catogan, et il portait à l'oreille un anneau auquel était attaché ce qui semblait être un crochet de serpent. Ses vêtements n'auraient pas eu l'air déplacés dans un concert de rock, sauf que ses bottes, comme Harry le remarqua tout de suite, n'étaient pas en cuir, mais en peau de dragon. Avant qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, une légère détonation retentit,
et Monsieur Weasley surgit de nulle part derrière l'épaule de George. Harry ne l'avait jamais vu aussi furieux. « Ce n'était pas drôle du tout, Fred, s'écria-t-il. Qu'est-ce que tu as donné à ce pauvre petit moldu ?»« Je ne lui ai rien donné du tout, répondit Fred, avec un sourire malicieux. J'ai simplement laissé tomber quelque chose. C'est sa faute s'il l'a mangé. On ne lui a jamais dit de le faire. »« Tu l'as laissé tomber exprès, rugit Monsieur Weasley. Tu savais qu'il allait manger ça. Tu savais qu'il était au régime. »« Elle est devenue grande comment, à l'angle ?» demanda George, avide de savoir. Elle avait dépassé 1 mètre au moment où ses parents ont accepté que j'intervienne. Harry et les Weasley éclatèrent à nouveau de rire. « Ce n'est pas drôle, s'écria Monsieur Weasley. Ce genre de comportement compromet gravement les relations entre les moldus et les sorciers. Je passe la moitié de mon temps à essayer de lutter contre les mauvais traitements infligés aux moldus et mes propres fils. »« Ce n'est pas parce que c'est un moldu qu'on a fait ça, protesta Fred d'un ton indigné. Non, on l'a fait parce que c'est une grosse brute stupide, dit George, n'est-ce pas, Harry? Oui, c'est vrai, Monsieur Weasley, approuva Harry d'un air sérieux. Ce n'est pas la question, s'emporta Monsieur Weasley. Attendez un peu que j'en parle à votre mère. Me parler de quoi? Dit une voix derrière eux. Madame Weasley venait d'entrer dans la cuisine. C'était une petite femme tordue, au visage aimable, même si, pour l'instant, elle fronçait les sourcils d'un air soupçonneux. « Oh, bonjour Harry, mon chéri, dit-elle, en le prenant avec un grand sourire dès qu'elle le vit. Puis elle tourna à nouveau les yeux vers son mari. « Alors, de quoi voulais-tu me parler, Arthur ?» insista-t-elle. Monsieur Weasley hésita. Harry se rendit compte, en dépit de sa colère, qu'il n'avait jamais eu véritablement l'intention de raconter à Madame Weasley tout ce qui s'était passé. Il y eut un silence pendant lequel Monsieur Weasley regarda son épouse d'un air embarrassé. 2 jeunes filles apparurent alors à la porte de la cuisine, derrière Madame Weasley. L'une, les cheveux bruns broussailles et les dents de devant plutôt proéminentes, était une amie de Harry et de Ron et s'appelait Hermione Granger. L'autre, plus petite, avait des cheveux. C'était Ginny, la sœur de Ron. Tous deux adressèrent un sourire à Harry, et lorsque celui-ci sourit à son tour, Ginny devint écarlate. Elle était toujours sous le charme de Harry depuis son premier séjour au terrier. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. De quoi voulais-tu me parler, Arthur? Répéta Madame Weasley, d'un ton qui ne présageait rien de bon. Ce n'est rien, Molly, marmonna Monsieur Weasley. Fred et George ont simplement. Je me suis déjà expliqué avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Demanda Madame Weasley. Si ça concerne les farces pour sorciers facétieux. Tu devrais montrer à Harry où il va dormir, Ron, dit Hermione, qui était restée sur le seuil de la porte. Il sait déjà où il va dormir, répondit Ron. Dans ma chambre, c'est là qu'il a dormi la dernière. On ferait peut-être bien d'y aller tous ensemble, pensa judicieusement Hermione. D'accord, dit Ron, comprenant. Il voulait en venir. Allons-y. On va y aller aussi, dit George. Tu restes où tu es, ordonna Madame Weasley. Harry et Ron sortirent discrètement de la cuisine, puis, en compagnie de Ginny et d'Hermione, ils suivirent les 3 couloirs qui montèrent l'escalier branglant et s'élevaient en zigzag dans les étages. « Qu'est-ce que c'est les farces pour sorciers facétieux ?» demanda Harry, tandis qu'il grimpait les marches. Ron et Ginny éclatèrent de rire, mais pas Hermione. En rangeant la chambre de Fred et George, maman a trouvé une pile de bons de commande au nom de Weasley, farce pour sorciers facétieux, expliqua Ron à voix basse. Il y en a toute une liste de prix pour des trucs qui sont inventés, genre spaghettes magiques, bonbons farceurs et des tas d'autres choses pour faire des blagues. C'était fantastique, je ne savais pas qu'ils avaient inventé tout ça. Ça fait des années qu'on entend des explosions dans leur chambre, mais on n'avait jamais pensé qu'ils fabriquaient vraiment quelque chose, dit Ginny. On croyait qu'ils aimaient simplement faire du bruit. L'ennui, c'est que la plupart de ces machins-là, tous en fait, étaient un peu dangereux, poursuivit Ron. Ils avaient l'intention de vendre ça à Poudlard pour se faire un peu d'argent, et maman était folle de rage. Elle leur interdit de continuer et a brûlé tous les bons de commande. De plus, elle est furieuse contre eux. Ils n'ont pas eu autant de puces qu'elle aurait voulu. Les puces étaient les brevets universels de sorcellerie élémentaire, des examens que les élèves de Poudlard devaient passer à l'âge de 15 ans. Ensuite, il y a eu une grande
dispute, dit Ginny, parce que maman voulait que, après l'école, ils entrent au ministère de la magie comme papa. Mais ils ont répondu qu'ils avaient plutôt envie d'ouvrir leur boutique de farce et attrape. À cet instant, une porte s'ouvrit au deuxième étage et une tête avec des lunettes d'écaille et d'un air exaspéré apparut dans l'entrebâillement. « Salut Percy, dit Harry. »« Oh, bonjour Harry, répondit Percy. Je me demandais qui faisait tout ce bruit. J'essaye de travailler, moi, figurez-vous. J'ai un rapport à finir et il n'est pas très facile de se concentrer quand il y a des gens qui s'amusent à sauter dans les escaliers. »« On ne saute pas, répliqua Ron avec mauvaise humeur. On monte les marches. »« Désolé d'avoir perturbé les travaux top secrets du ministère de la magie. »« Sur quoi tu travailles ?» demanda Harry. « Sur un rapport pour le département de la coopération magique internationale, » répondit Percy d'un air important. « Nous essayons d'établir d'énormes standards pour l'épaisseur des fonds de chaudron. Certains matériels d'importation sont un peu trop fins. On a enregistré un taux d'augmentation de 3% de fuite en un an. Voilà un rapport qui va changer la face du monde, c'est sûr, dit Ron. À mon avis, les fuites dans les chaudrons, ça devrait faire la une de la Gazette du Sorcier. Le teint de Percy rosit légèrement. Tu peux toujours te moquer, Ron, dit-il d'un ton enflammé. Mais si on n'impose pas un règlement international, le marché sera bientôt inondé de produits dont le fond sera trop mince, donc fragile, ce qui représentera un sérieux danger pour... D'accord, dit Ron, qui continua de monter les marches, tandis que Percy claquait la porte aux agents. Un instant plus tard, des cris retentirent dans la cuisine. Apparemment, Monsieur Weasley avait parlé des pralines à Madame Weasley. La chambre du dernier étage où Ron dormait n'avait pas beaucoup changé depuis le dernier séjour de Harry. Les mêmes affiches représentaient les joueurs de Quidditch préférés de Ron, les canons de gelée, qui virevoltaient sur leur palais en faisant de grands signes à la main. Harry retourna le plafond incliné qui époussetait la forme du toit et l'aquarium posé sur le rebord de la fenêtre. Les têtards qu'il contenait avaient disparu, remplacés par une énorme grenouille. Le vieux rat de Ron Croutard n'était plus là, mais Harry vit le minuscule hibou gris qui lui avait apporté la lettre à Privet Drive. Il sautillait comme un fou dans sa cage et poussait de petits cris surexcités. « Tais-toi, coq !» dit Ron, en se faufilant entre deux des 4 lits qu'on avait réussi à caser dans la pièce. « Fred et George vont dormir avec nous parce que Bill et Charlie occupent leur chambre, dit-il à Harry. Percy tient à garder la sienne pour lui tout seul à cause de son travail. Pourquoi tu dois hibou, coq ?» demanda Harry. « Parce qu'il est bête, dit Ginny. Son vrai nom, c'est Coquesigre. »« Oui, c'est ça, c'est un nom plus bête, pas bête du tout, puisque c'est Ginny qui l'a trouvé, » répliqua Ron avec un ton sarcastique. « Elle pense que c'est très mignon. »« Et merci pour le follow, c'est gentil. Installe-toi bien. » J'ai essayé de le changer, mais c'était trop tard. Il refuse de répondre à un autre nom. Alors maintenant, c'est Coq. Je suis obligé de le garder ici. Sinon, il embête Harold et Hermès. Moi aussi, il m'embête d'ailleurs. Coquesigru volta joyeusement dans sa cage en lançant des ululements suraigus. Harry connaissait trop bien Ron pour prendre au sérieux ce qu'il venait de lui dire. Les années précédentes, Ron n'arrêtait pas de se plaindre de Croutard, son vieux rat, mais il avait été bouleversé lorsqu'il avait cru que Pator, le chat d'Hermione, l'avait dévoré. « Où est Pator ?» demanda à Hermione. « Dans le jardin, j'imagine, » répondit-elle. « Il aime bien poursuivre les gnomes, il n'en a jamais vu avant. »« Alors ça lui plaît le travailler à Percy, » dit Harry. Il s'assit sur un des lits et regarda les canons de Chudley filer sur leur balai d'un bout à l'autre des affiches. « Merci pour le follow, c'est gentil. »« Ça lui plaît, tu plaisantes, » répondit Ron d'un air sombre. « Si papa ne lui obligeait pas, il ne reviendrait plus à la maison. Le travail, c'est une obsession chez lui. Surtout, ne lui parle pas de son patron, sinon tu n'en auras jamais fini. D'après ce qu'a dit M. Groupton, comme je le fais remarquer à M. Groupton, M. Groupton pense que M. Groupton m'a raconté que, si ça continue comme ça, bientôt, ils annonceront leur fiançailles.
Tu as passé de bonnes vacances, Harry, demanda Hermione. Tu as reçu les colis de nourriture. Oui, merci beaucoup. Ces gâteaux m'ont sauvé la vie. Est-ce que tu as eu des nouvelles de... commença Ron, mais un regard d'Hermione le vidèrent. Harry savait qu'il s'apprêtait à lui demander des nouvelles de Sirius. Ron et Hermione avaient joué un rôle si important en aidant son parrain à s'échapper aux griffes du ministère de la magie qu'il s'inquiétait de son sort, autant que Harry lui-même. Mais il n'aurait pas été très judicieux de parler de lui devant Ginny, car apparu le professeur Dumbledore, personne ne savait comment Sirius avait réussi à s'enfuir et personne ne croyait en son innocence. À en juger par le regard intrigué qu'elle lança à Ron et à Harry, Ginny avait compris qu'on lui cachait quelque chose. Je crois qu'ils ont cessé de se disputer, dit Hermione, pour essayer de dissiper ce moment de gêne. Si nous allions aider ta mère à préparer le dîner. Ouais, d'accord, dit Ron. Ils redescendirent tous les quatre et rencontrèrent Madame Weasley, seule dans la cuisine, l'air de très mauvaise humeur. On va dîner dans le jardin, dit-elle, en les voyant entrer. Il n'y a pas assez de place pour 11 personnes ici. Pourriez-vous emporter les assiettes dehors, les filles? Bill et Charlie sont en train d'installer les tables. Vous vous occuperez des couverts, tous les deux, ajouta-t-elle à l'adresse de Ron et de Harry. Avec une vigueur excessive, elle pointa sa baguette magique vers l'évier, et les pommes de terre qui s'y entassaient jaillirent hors de leur peau à une telle vitesse qu'elles ricochèrent sur les murs et le plafond. Allons, allons, du calme, lança-t-elle d'un ton sec. Elle dirigea alors sa baguette vers une petite pelle qui se décocha toute seule du mur et racla le sol en ramassant les pommes de terre dispersées. Ah, ces deux-là, explosa-t-elle d'un ton féroce en prenant des marmites et les casseroles dans un placard. Harry comprit tout de suite qu'elle voulait parler de Fred et de George. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils vont devenir, vraiment pas. Aucune ambition, à part celle de faire de plus de bêtises possible. Elle posa brutalement une grande casserole de cuivre sur la table et fit tourner plusieurs fois sa baguette magique à l'intérieur. Une sauce onctueuse jaillit alors hors de sa baguette, tandis qu'elle décrivait des cercles pour le remuer. Ce n'est pas un manque d'intelligence, poursuivit Madame Weasley d'un ton irrité, en posant la casserole sur la cuisinière qu'elle alluma d'un coup de baguette magique. Mais il la gaspille bêtement. S'ils ne se calment pas un peu, ils auront bientôt de gros ennuis. J'ai reçu plus de hiboux de Poudlard à leur sujet que tous les autres réunis. S'ils continuent comme ça, ils finiront devant le service des usages abusifs de la magie. Madame Weasley donna un coup de baguette sur le tiroir qui contenait les couverts. Le tiroir s'ouvrit brusquement, et Harry et Ron firent un bond d'arrière, évitant de justesse les couteaux qui en jaillirent pour aller couper de rondelles les pommes de terre que la pelle avait rapportées dans les vies. Nous avons dû commettre des erreurs avec eux, mais j'ignore lesquelles, continua Madame Weasley, qui posa sa baguette pour aller prendre d'autres casseroles dans le placard. Depuis des années, ils accumulent les bêtises et ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Ah non, ça suffit. La baguette qu'elle venait de reprendre avait émis un couinement sonore et s'était transformée en une énorme souris en caoutchouc. Encore une de leurs fausses baguettes, s'écria-t-elle. Combien de fois je leur ai répété de ne pas les laisser traîner n'importe où. Elle reprit sa véritable baguette et se tourna vers la casserole de sauce qui était en train de fumer. Merci Dren, c'est trop gentil, comment tu vas? Viens, dit Ron à Harry, poignée de couverts dans les tiroirs, on va aider Bill et Charlie. Ils laissèrent Madame Weasley et sortirent de la maison par la porte de derrière. Ils avaient à peine fait quelques pas que le chat orange d'Hermione, Padoron, ainsi nommé en raison de ses pattes arquées, surgit devant eux, dressant sa queue touffue. L'animal poursuivait quelque chose qui ressemblait à une pomme de terre boueuse dotée de pattes. Harry reconnut aussitôt un gnome du jardin. Ils étaient hauts d'une vingtaine de centimètres, et des petits pieds fourchus martellaient le sol à toute vitesse, tandis qu'il filait se cacher la tête la première dans une grosse botte qui traînait près de la porte derrière. Harry entendit le gnome éclater de rire lorsque Padoron plongea une patte dans la botte pour essayer de l'attraper. Pendant ce temps, un grand cas s'élevait de l'autre côté de
de la maison. La source du vacarme leur apparut lorsqu'ils pénétrèrent dans le jardin. Bill et Charlie, leur baguette à la main, faisaient voler à bonne hauteur au-dessus de la pelouse de vieilles tables délabrées qu'ils projetaient l'une contre l'autre dans des chocs furieux, essayant d'envoyer à terre celle de l'adversaire. Fred et George applaudissaient à toute trompe. Ginny riait aux éclats, et Hermione, qui contemplait le spectacle debout près de la haie, semblait partagée entre l'amusement et l'appréhension. La table de Bill heurta alors celle de Charlie dans un grand bruit qui brisa un de ses pieds, et ils entendirent alors une fenêtre s'ouvrir au-dessus d'eux et virent la tête de Percy apparaître au deuxième étage. « Vous voudriez bien vous calmer un peu, cria-t-il. « Désolé, Percy, dit Bill avec un sourire. « Comment, chaudron ?»« Très mal, répliqua Percy avec mauvaise humeur, avant de refermer la fenêtre d'un coup sec. Pouvant de rire, Bill et Charlie ramenèrent en douceur les tables sur la pelouse, et les disposèrent dans le prolongement l'une de l'autre. D'un coup de baguette magique, Bill répara le pied cassé et fit apparaître des nappes venues de nulle part. Aux alentours de 7 heures, les deux tables ployaient sous la quantité de plats succulents qu'avait préparé Madame Weasley, et les 9 Weasley, ainsi que Harry et Hermione, s'installèrent pour dîner sous un ciel bleu dépourvu du moindre nuage. Pour quelqu'un qui s'était nourri tout l'été de gâteaux de moins en moins frais, c'était le paradis. Au début, Harry écouta la conversation, puis il n'y participa, trop occupé à se resservir du pâté en croûte, de pommes de terre et de salade. Je suis désolé, hein. Ça va, il surcouche. À l'autre bout de la table, Percy exposait en détail à son père le contenu de son rapport sur l'épaisseur des fonds de chaudron. J'ai dit à Monsieur Groupton qu'il serait prêt mardi prochain, expliqua Percy d'un ton suffisant. Il ne l'attendait pas si tôt, mais j'aime faire les choses le mieux possible. Je pense qu'il me sera reconnaissant d'avoir terminé dans les délais aussi brefs. Nous avons énormément de travail dans notre service à cause de la préparation de la Coupe du Monde. Malheureusement, nous n'avons pas tout le soutien que nous aurions pu espérer de la part du département des jeux et sports magiques. Ludo Verpet, j'aime bien Ludo, dit Monsieur Weasley, c'est une voix douce. Nous lui avons obtenu les billets. Attendez, c'est lui qui nous a obtenu les billets pour la coupe. Je lui ai rendu un petit service. Son frère Otto a eu quelques ennuis, une histoire de tondeuse à gazon dotée de pouvoirs surnaturels. Je me suis arrangé pour qu'il n'ait pas de suite. Oh, Verpet est sympathique, bien sûr, dit Percy d'un ton dédaigneux. Mais de là à devenir directeur du département, quand je le compare à Monsieur Groupton, je n'imagine pas Monsieur Groupton constatant la disparition d'un membre de notre service sans se soucier de savoir ce qu'il est devenu. Est-ce que tu te rends compte que Bertha Jorkins est absente depuis un mois? Elle est allée en vacances en Albanie et elle n'est jamais revenue. Oui, j'ai posé la question à Ludo, répondit Monsieur Weasley en fronçant les sourcils. Il dit que Bertha se perd très souvent, mais je dois reconnaître que s'il s'agissait de quelqu'un travaillant dans mon département, je me ferais du souci. Oh, Bertha est incorrigible, c'est vrai, dit Percy. On m'a dit qu'elle avait été mutée de service en service pendant des années, qu'elle apporte beaucoup plus d'ennuis que d'avantages. Mais quand même, Verpet devrait essayer de la retrouver. Monsieur Groupton s'est personnellement intéressé à l'affaire. Elle a travaillé dans notre département pendant un certain temps, et je crois qu'il l'aimait beaucoup. Mais chaque fois qu'il en parle, Verpet éclate de rire en disant qu'elle n'a sans doute pas su lire la carte et qu'elle a dû se retrouver en Australie plutôt qu'en Albanie. Enfin quand même. Percy poussa un soupir impressionnant et but une longue gorgée de vin de sureau. Nous avons suffisamment de pain sur la planche au département de la coopération magique internationale pour ne pas nous occuper en plus de retrouver les membres des autres services. Comme tu le sais, nous avons un grand événement à organiser juste après la Coupe du Monde. Il s'éclaircit la gorge d'un air important et tourna son regard vers l'autre extrémité de la table où Harry, Ron et Hermione étaient assis. Tu sais de quoi je veux parler, père? Il éleva légèrement la voix pour ajouter celui qui est top secret. Ron leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose à l'adresse de Harry et d'Hermione.
Depuis qu'il a commencé à travailler, il fait tout pour qu'on lui demande quel est ce corps d'événements si secret, sans doute une exposition de chaudron à fond épais. Au milieu de la table, Madame Weasley se disputait avec Bill au sujet de l'anneau qu'il portait à l'oreille, depuis une date récente, semblait-il. Avec cet horrible dent de serpent que tu y as accroché, vraiment, Bill, est-ce que tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils en disent à la banque? Maman, à la banque, tout le monde se fiche de la façon dont je m'habille, du moment que je leur rapporte de l'argent, répondit Bill avec patience. Et tes cheveux deviennent impossibles, ajouta Madame Weasley, en caressant tendrement sa baguette magique. J'aimerais bien rafraîchir un peu. Moi, je les aime bien comme ça, intervient Ginny, assise à côté de Bill. Tu es tellement vieux jeu, maman. De toute façon, ils ne seront jamais aussi longs que ceux du professeur Dumbledore. À côté de Madame Weasley, Fred, George et Charlie parlaient avec animation de la Coupe du Monde. C'est l'Irlande qui va gagner, dit Charlie, d'une voix pâteuse, la bouche pleine de pommes de terre. Ils ont écrasé le Pérou en demi-finale. Ouais, mais chez les Bulgares, il y a Victor Krum, fit remarquer Fred. Krum est le seul bon joueur de son équipe. L'Irlande, elle en a 7, répétait Charlie d'un ton sans réplique. J'aurais bien aimé que l'Angleterre arrive en finale. Il n'y a pas de quoi être fier, on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé demanda vivement Harry, qui regrettait plus que jamais d'avoir été éloigné du monde des sorciers pendant qu'il était coincé après. Harry était passionné de Quidditch, et il avait joué comme attrapeur dans l'équipe de Quidditch de la maison de Gryffondor dès sa première année à Poudlard et possédait un éclair de feu, l'un des meilleurs balais de course au monde. Elle s'est fait battre 390 à 10 par la Transylvanie, répondit Charlie d'un air sombre. Vraiment lamentable. Le pays de Galles a perdu contre l'Ouganda et l'Écosse a été écrasé par le Luxembourg. Disons que sont pas brilles. D'un coup de baguette magique, Monsieur Weasley fit apparaître des chandelles pour éclairer le jardin assombri par le crépuscule. Puis, le dessert fut servi, glace à la fraise maison. Et lorsqu'ils eurent fini de dîner, des papillons de nuit se mirent à volter au-dessus de la table, tandis que l'air tiède se parfumait d'une odeur d'herbe et de chèvrefeuille. Harry avait le ventre bien plein et se sentait en paix avec le monde en regardant les gnomes pris de fou rire se précipiter dans les massifs de roses, badant à leur trousse. Ron jeta un coup d'œil le long de la table pour s'assurer que le reste de la famille était occupé à parler de choses et d'autres, puis il se tourna vers Harry et lui dit à voix très basse. « Alors, tu as eu des nouvelles de Sirius ces temps-ci ?» Hermione se pencha pour écouter attentivement. « Oui, » murmura Harry, « 2 lettres. Il a l'air d'aller bien. Je lui ai écrit avant-hier. Il me répondra peut-être pendant que je serai encore ici. » Il se rappela soudain la raison pour laquelle il avait écrit à Sirius, et pendant un instant, il fut sur le point de parler à Ron et Hermione de sa cicatrice et du rêve qu'il avait réveillé en sursaut. Mais il ne voulut pas les inquiéter dans un moment pareil, alors que lui-même se sentait si heureux et si paisible. « Vous avez vu l'heure qu'il est, dit soudain Madame Weasley, en regardant sa montre. Vous devriez être tous au lit. Il faudra se lever à l'eau pour aller à la Coupe du Monde. Harry, si tu me donnes ta liste, je pourrai acheter ton matériel scolaire demain sur le chemin de traverse. Je vais chercher les affaires de tout le monde. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'y aller vous-même après la coupe. La dernière fois, le match a duré 5 jours. Waouh, j'espère que ce sera la même chose cette année, s'exclama Harry avec enthousiasme. Pas moi, dit Percy d'un ton sentencieux. Je n'ose pas imaginer tout le travail qui m'attendrait au bureau si je devais m'absenter 5 jours. Oui, peut-être que tu te trouverais encore... Attendez. Oui, peut-être que tu trouverais encore de la pousse de dragon dans tes dossiers. Un Perse, lança Fred. Il s'agissait d'un échantillon d'engrais en provenance de Norvège, répliqua Percy, dont le teint était devenu écarlate. Ce n'était pas moi qui étais visé. Aussi, murmura Fred à Harry, alors qu'il se levait de table. C'est nous qui l'avons envoyé. Bah dis donc, ils sont hyper courts, je trouve, les chapitres dans le 4, pour l'instant en tout cas. Il nous reste un chapitre pour ce soir, les loups.
vient le réveiller en lui secouant l'épaule. Harry eut l'impression qu'il venait tout juste de se coucher. « C'est l'heure d'y aller, Harry, mon chéri, » murmura-t-elle, avant d'aller réveiller Ron. Harry chercha ses lunettes à tâtons, les mit sur son nez et se redressa dans son lit. Dehors, il faisait encore nuit. Ron marmonna quelque chose d'indistinct lorsque sa mère le tira du sommeil. Au pied de son lit, Harry vit de grandes silhouettes enchevelées qui émergeaient d'un enchevêtrement de couvertures. Déjà l'heure, dit Fred, d'une voix ensommeillée. Ils s'habillèrent en silence, trop endormis pour parler. Puis, bâillant et s'étirant, ils descendirent tous les quatre dans la cuisine. Madame Weasley remua le contenu d'une grande marmite posée sur la cuisinière, pendant que Monsieur Weasley, assis à la table, examinait une liasse de billets d'entrée imprimés sur de grands parchemins. Il leva la tête à l'arrivée des quatre garçons et écarta les bras pour qu'ils puissent mieux voir ses vêtements. Il portait un chandail de golf et un très vieux jean un peu trop grand pour lui, retenu par une épaisse ceinture de cuir. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-il d'un ton anxieux. « Il ne faut surtout pas qu'on se fasse remarquer. Est-ce que j'ai l'air d'un moldu, Harry ?» Mais j'arrive pas à tourner mes pages. « Oui, répondit Harry avec un sourire. C'est très bien. »« Où sont Bill, Charlie et Percy ?» demanda George, dans un très long bâillement qui lui fut impossible de retenir. « Ils doivent transplaner, non ?» répondit Monsieur Weasley, en apportant sur la table une grosse marmite de porridge qu'elle commença à servir. Ils peuvent donc rester un peu plus longtemps au lit. Transplaner signifiait disparaître dans un endroit pour réapparaître quelques instants dans un autre, et Harry savait que c'était un exercice très difficile. « Alors il dorme encore, dit Fred d'un ton cracheux, en ramenant vers lui son bol de porridge. « Et pourquoi on ne pourrait pas transplaner nous aussi? Parce que vous n'êtes pas encore majeur et que vous n'avez pas passé votre permis, répliqua sèchement Madame Weasley. Où sont les filles? Elle sortit en tombant de la cuisine, et ils l'entendirent monter les escaliers. Il faut passer un permis pour avoir le droit de transplaner, demanda Harry. Oh oui, répondit Monsieur Weasley, en rangeant soigneusement ses billets d'entrée dans la poche arrière de son jean. Le département des transports magiques a infligé une amende à 2 personnes l'autre jour pour avoir transplané sans permis. Ce n'est pas facile le transplanage, et quand on ne le fait pas convenablement, il peut y avoir de terribles complications. Les deux dont je viens de parler se sont désarticulés. Autour de la table, tout le monde, sauf Harry, fit la grimace. Désarticulés, répéta Harry. Ils ont laissé la moitié de leur corps derrière eux, expliqua Monsieur Weasley, en versant de grandes cuillères et de mélasse sur son porridge. Et donc, ils sont restés coincés. Ils ne pouvaient plus bouger, ni dans un sens ni dans l'autre. Ils ont dû attendre que la brigade de réparation des accidents de sorcellerie remette tout ça en place. Si vous saviez le travail qu'on a eu avec tous les moldus qui avaient vu des morceaux de corps traîner par terre. Harry eut la soudaine vision d'une paire de jambes et d'un globe oculaire abandonné sur un trottoir du Private Drive. Ils s'en sont remis, demanda-t-il un peu ébranlé. Oh oui, répondit Monsieur Weasley d'un ton dégagé. Mais ils ont eu une lourde amende, et je crois qu'ils ne sont pas prêts de recommencer. Il ne faut pas plaisanter avec le transplanage. Il y a beaucoup de sorciers expérimentés qui ne s'y risquent pas. Ils préfèrent les balais. C'est plus lent, mais plus sûr. Et Bill, Charlie et Percy savent le faire. Charlie a dû repasser son permis, dit Fred avec un sourire. Il l'a raté la première fois. Il a transplané 8 kilomètres plus au sud que l'endroit prévu, et la tête d'une pauvre qui faisait ses courses. Sur la tête d'une pauvre femme qui faisait ses courses, vous vous souvenez? Oui, et alors il a réussi à la deuxième fois, dit Madame Weasley, en revenant dans la cuisine au milieu des ricanements sonores. Percy l'a passé il y a une quinzaine de jours seulement, dit George. Depuis, chaque matin, il descend l'escalier en transplanant pour bien montrer qu'il sait le faire. Des pas retentirent dans le couloir, et Hermione entra dans la cuisine en compagnie de Ginny. Toutes deux avaient le teint pâle et paraissaient encore endormies. Ginny vint s'asseoir à la table en se frottant les yeux. Pourquoi se lever si tôt, se plaigna-t-il. Il va falloir faire un bout de chemin à pied, répondit Monsieur Weasley.
À pied, s'étonna Harry. On va marcher pour aller à la Coupe du Monde. Oh non, c'est trop loin, dit Monsieur Weasley avec un sourire. Nous n'aurons pas longtemps à marcher. Simplement, quand un grand nombre de sorciers se réunissent, il est très difficile de ne pas attirer l'attention des moldus. Nous devons faire très attention à la façon dont nous nous déplaçons. Et il s'agit d'un événement aussi important que la Coupe du Monde de Quidditch. George, s'écria brusquement Madame Weasley, en faisant sursauter tout le monde. Quoi? Dit George d'un ton innocent qui ne trompe pas personne. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Rien. Ne mens pas. Madame Weasley pointe à sa baguette magique. Axio, dit-elle. Aussitôt, des petits objets de couleur brillante s'envolèrent de la poche de George, qui essaya de les rattraper, mais rata son coup. Le contenu de sa poche atterrit directement dans la main tendue de Madame Weasley. Nous t'avions dit de les détruire, s'exclama Madame Weasley avec fureur, tenant au creux de sa peau une poignée de pralines longue. Nous t'avons dit de t'en débarrasser de tout ça. Videz vos poches tous les deux. Allez, dépêchez-vous. La scène fut un peu pénible. De toute évidence, les jumeaux avaient essayé d'emporter avec eux le plus grand nombre possible de pralines, et Madame Weasley dut avoir recours plusieurs fois aux sortilèges d'attraction pour les récupérer toutes. Axio, 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 cria-t-elle. Les pralines longues surgirent de toutes sortes d'endroits inattendus, y compris la doublure de la veste de George et du revers de jean de Fred. On a passé 6 mois à les mettre au point, s'exclama Fred à l'adresse de sa mère qui jeta d'impitoyables pralines à la poubelle. Vous n'aviez rien d'autre à faire pendant ces 6 mois, répliqua-t-elle d'une voix perçante. Pas étonnant que vous n'ayez pas obtenu davantage de puces. L'atmosphère n'était guère chaleureuse quand ils se mirent en chemin. Madame Weasley avait toujours l'air furieux lorsqu'elle embrassa Monsieur Weasley sur la joue, mais pas autant que les jumeaux, qui mirent leur sac sur l'épaule et s'en allèrent sans lui dire un mot. Amusez-vous bien, lança Madame Weasley, et ne faites pas de bêtises, ajouta-t-elle dans le dos des jumeaux, qui s'éloignèrent sans se retourner. Je t'enverrai Bill, Charlie et Percy vers midi, ajouta Madame Weasley à l'adresse de son mari. Celui-ci, accompagné de Harry, Ron, Hermione et Ginny, emboîta le pas de Fred et George, qui traversaient le jardin encore plongé dans l'obscurité. Il faisait frais, et la lune était toujours visible. Seule une lueur verdâtre le long de l'horizon qui s'étendait à la droite indiquait l'imminence de l'aube. Harry, qui pensait aux milliers de sorciers en route pour la Coupe du Monde de Quidditch, rejoignit Monsieur Weasley et marcha à côté de lui. « Comment doit-on s'y prendre pour éviter que les moldus nous remarquent » demanda-t-il. « Nous avons dû faire face à un énorme problème d'organisation, soupira Monsieur Weasley. Il faut savoir qu'il y a environ 100 000 sorciers qui viennent assister à la coupe. Et bien entendu, nous ne disposons pas de terrain magique suffisamment grand pour les loger tous. Il y a des endroits où les moldus ne peuvent pénétrer, mais imagine qu'on essaye d'entasser 100 000 sorciers sur le chemin de traverse ou la voie 9 3/4. Nous devrions donc trouver une jolie petite lande déserte et prendre toutes les précautions anti-moldus possibles. Le ministère y a travaillé pendant des mois. D'abord, il faut canaliser les arrivées. Les spectateurs munis de billets les moins chers doivent arriver 2 semaines à l'avance. Quelques-uns utilisent des moyens de transport moldus, mais nous ne pouvons pas les laisser remplir les bus et les trains en trop grand nombre. Souviens-toi que les sorciers viennent du monde entier. Certains transplanent, bien entendu, mais nous devons aménager des endroits sûrs où ils puissent réapparaître à l'écart des moldus. Je crois qu'ils ont trouvé un petit boîte très pratique pour accueillir les transplaneurs. Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent transplaner, nous utilisons des poudres. Ce sont des objets qui permettent de transporter les sorciers d'un point à un autre à heure fixée d'avance. On peut organiser des transports de groupe si nécessaire. 200 pots trop loin ont été disposés dans les lieux stratégiques un peu partout en Grande-Bretagne. Et le plus proche de nous se trouve sur la colline d'Etafouine. C'est là que nous allons. Monsieur Weasley montra du doigt la grosse masse noire qui s'élevait au-delà du village de Loutry-Saint-Chaspoul.
s'agir de n'importe quoi, répondit monsieur Weasley. Des choses qui passent inaperçues, bien sûr, pour que les moldus ne les remarquent pas ou se mettent pas à jouer avec. Il faut des objets qui ont l'air d'être pas pour la décharge publique. Ils suivirent le chemin sombre et humide qui menait au village. Seuls les bruits de leurs pas rompaient le silence. Lorsqu'ils traversèrent le village endormi, le ciel commença lentement à s'éclaircir, passant d'un noir d'encre à un bleu foncé. Les pieds et les mains de Harry étaient glacés. Monsieur Weasley ne cessait de consulter sa montre. Ils avancèrent en silence, économisant leur souffle pour escalader la colline de Tétafouine. De temps à autre, un terrier de lapin les faisait trébucher, ou ils glissaient sur l'épaisse touffe d'herbe noire. À chaque respiration, Harry sentait comme un élancement dans sa poitrine, et ses jambes commençaient à s'engourdir lorsque, enfin, ils atteignirent un terrain plat. Pouf! S'écria monsieur Weasley, le souffle haletant. Il retira ses lunettes et les essuya sur son chandail. Nous avons fait vite, dit-il, il nous reste 10 minutes. Hermione fut la dernière à atteindre le sommet de la colline, une main sur un point de côté. Il ne nous reste plus qu'à trouver le pot trop loin, dit monsieur Weasley, qui remit ses lunettes et scruta le sol autour de lui. Il ne devrait pas être très gros, venez. Ils se séparèrent pour chercher chacun de son côté, mais au bout de 2 minutes, un grand cri retentit dans le silence. « Par ici, Arthur! Par ici, mon vieux, on l'a trouvé !» 2 autres silhouettes se découpaient contre le ciel étoilé de l'autre côté du sommet. « Amos !» s'écria monsieur Weasley. Avec un grand sourire, il s'avança vers l'homme qui venait de crier. Les autres lui emboîtèrent le pas. Monsieur Weasley serra la main d'un sorcier au teint rubicond, avec une barbe brune en broussailles. Dans son autre main, il tenait une vieille botte moisie. « Je vous présente Amos Diegori, dit monsieur Weasley. Il travaille au département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Je crois que vous connaissez son fils, Cédric. » Cédric Diegori était un garçon de 17 ans, au physique avantageux. Il était capitaine et attrapeur de l'équipe de Quidditch de Poufsouffle à Poudlard. « Salut !» dit Cédric en se tournant vers eux. Tout le monde répondit, sauf Fred et George, qui se contentèrent d'un signe de tête. Ils n'avaient jamais vraiment pardonné à Cédric d'avoir battu leur équipe de Gryffondor au cours du premier match de Quidditch de l'année précédente. « Tu as beaucoup marché pour venir ici, Arthur ?» demanda le père de Cédric. « Pas trop, non » répondit monsieur Weasley. « Nous habitons de l'autre côté du village, et toi ?»« Nous avons dû nous lever à 2 heures du matin, pas vrai, Zed ? Je peux te dire que je ne serai content quand il aura son permis de transplaner. Enfin, il ne faut pas se plaindre. Je ne voudrais pas manquer la Coupe du Monde de Quidditch, même pour un sac de galions. Et c'est à peu près ce que coûtent les billets d'entrée. Mais ça aurait pu être pire. » Amos Diegori tourna un regard bienveillant vers les 3 fils Weasley, Harry, Hermione et Ginny. « Ils sont tous à toi, Arthur ?» demanda-t-il. « Oh, seulement les rouquins » répondit monsieur Weasley en montrant ses enfants. Voici Hermione, une amie de Ron, et Harry, un autre ami. « Par la barbe de Merlin !» s'écria Amos Diegori, les yeux écarquillés. « Harry Potter ?» Oui, dit Harry. Harry avait l'impression qu'on l'observait avec curiosité, l'habitude aussi de voir des regards se tourner vers sa cicatrice qu'il avait au fond, mais chaque fois il en éprouvait un certain malaise. « Zed m'a parlé de toi, bien sûr, reprit Amos Diegori. Il nous a raconté qu'il avait joué contre toi l'année dernière. Je lui ai dit, Zed, ça, c'est quelque chose que tu pourras raconter à tes petits-enfants, que tu as battu Harry Potter. » Harry ne sut quoi répondre, et préféra demeurer silencieux. Fred et George se renforcèrent à nouveau. Cédric sembla un peu gêné. « Harry est tombé de son palais, pas, a-t-il. Je te l'ai déjà dit, c'était un accident. »« Oui, mais toi tu n'es pas tombé, » s'exclama Amos d'un ton jovial, en donnant une tape dans le dos de son fils. Toujours modeste, notre Zed, toujours très grand gentleman. Mais c'est le meilleur qui a gagné. Je suis sûr que Harry dirait la même chose, n'est-ce pas? L'un tombe de son palais, l'autre y reste bien accroché. Pas besoin d'être un génie pour savoir quel est celui qui a fait le mieux, qui vole le mieux.
Monsieur Weasley en regardant une nouvelle fois sa montre. Est-ce que tu sais si nous devons attendre quelqu'un d'autre à Moss? Non, les Lovegood sont déjà là-bas depuis une semaine, et les Fawcett n'ont pas pu avoir de billets, répondit Monsieur Diggory. Il n'y a plus que nous, dans ce secteur, n'est-ce pas? À ma connaissance, oui, dit Monsieur Weasley. Le départ est prévu dans une minute. Nous ferions bien d'y aller. Il se tourna vers Harry et Hermione. Vous n'aurez qu'à toucher le pot trop loin, c'est tout. Avec un doigt, ça suffira. Gênés par les énormes sacs à dos, tous les 9 se regroupèrent tant bien que mal autour de la vieille botte que tenait toujours Amos Diggory. Ils s'étaient mis en cercle, coude à coude, sonnant dans la brise fraîche qui soufflait sur la colline. Personne ne disait rien. Harry pensait qu'il aurait l'air bien étrange si un moldu venait se promener par là et les surprenait dans cette posture. 9 personnes, dont 2 adultes, tenant une vieille botte raconte, et attendaient en silence dans la demi-obscurité de l'aube. 3, murmura Monsieur Weasley, un œil toujours fixé sur sa montre. 2, 1. Ce fut immédiat. Harry eut l'impression qu'un crochet l'avait brusquement attrapé par le nombril, en le tirant irrésistiblement en avant. Ses pieds avaient quitté le sol, et il sentait la présence de Ron et Hermione à ses côtés, leurs épaules se cognant contre les siennes. Il filait droit devant dans un tourbillon de couleurs et un sifflement semblable à celui du vent. Son index était collé à la botte, qui semblait l'attirer comme un aimant, et soudain, ses pieds retombèrent brutalement sur le sol. Ron trébucha contre lui et le projeta à terre. Le pot trop loin heurta le sol avec un bruit mat tout près de sa tête. Harry leva les yeux. Monsieur Weasley, Monsieur Diggory et Cédric étaient toujours debout, échevelés, les vêtements froissés par le vent. Tous les autres étaient également là. Arrivé du 5h07. Non mais ça va aller le bruit là. Arrivé du 5h07 en provenance de la colline des Avouis, si tu ne vois. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Du coup, les prochains chapitres ce sera dimanche si je dis pas de bêtises. Et encore c'est pas sûr parce que je suis du matin. Je pense que ça le fera. Faut que je regarde ça. Le chapitre 7, ouais, ok. Hop, chapitre 7, la prochaine, ça, je pense que ce sera dimanche. Et je peut-être en prévoir. Peut-être prévoir 4 chapitres en vrai parce qu'ils sont hyper courts. Bah, je vais quand même m'arrêter là pour ce soir parce que je suis en pleine cuisine, j'ai des gâteaux à finir. Mais ouais, je pense la prochaine fois, on fera 4 chapitres. Ça se trouve, il va y avoir un chapitre de malade en plein milieu, mais c'est pas grave. Et ben merci en tout cas à tous les nouveaux follow, ça fait super plaisir. Merci pour tous ceux qui sont passés, qui ont regardé, merci, c'est trop gentil. Et je vous fais plein de bisous. Du coup, on se retrouve demain pour un jeu dont j'ai oublié le nom, mais je jouerai les yeux bandés, ça va être rigolo je pense. Puisque c'est un jeu pour les personnes non-voyantes. Mais il y a un mode streamer en fait, où du coup vous verrez ce que je fais. Moi je vais porter les yeux sinon ça sert à rien. Mais du coup vous verrez ce que je fais et ça peut être, à mon avis ça va être rigolo. Voilà. Et ben là-dessus je vous